Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 20 octobre 2018. T'as failli dire mai, hein? J'ai-tu failli dire mai? Je sais pas, mais t'as hésité, c'est que là, dans ma tête, j'ai rempli le gap par mai. Ce running gag-là est à la fin du marathon, OK? Il est en train de boiter puis il se rendra peut-être pas à la ligne, là. Je pense que c'est assez, là. Jusqu'à ce que tu te trompes plus, ça va marcher. Exactement. Donc, samedi le 20 octobre. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Mon nom est Éric Lajoie et je ne serai heureusement pas seul, vous l'avez entendu d'ailleurs, là, avec plein de gens pour m'humilier en ondes sur les ondes FM de Québec. Donc, tout d'abord, en face de moi, le très fatigué de sa semaine. Ah oui. Conan Arsenault. Salut. Donc, t'as utilisé beaucoup ta voix. Et ouais, hier, quand je suis sorti de la job, je ne pouvais plus parler. C'était vraiment là... ça scillait. Même encore, je l'entends, mais comme du monde, là, j'ai la voix vraiment qui est très rapeuse. Pour la voix rapeuse de Conan. Comment ça, Conan? Où tu travailles? Je travaille maintenant à la SQDC. Donc, okay. Ça a été 3 jours extrêmement chargés. Ah, ben oui. Avec l'intérêt des gens, j'imagine. Les questions, hein, toujours les mêmes questions, j'imagine. Répéter la même phrase, genre, on en a plus. Ça, c'était... oui, les déceptions continuent pour les gens, mais c'est pas grave. Il y a eu beaucoup de gens très contents. Yes. Ensuite, j'ai à ma gauche Stéphane Goulet d'Arcade Québec. Oh, salut. Yeah. Salut. Puis, on a quelqu'un d'autre, mais je vous en parle pas tout de suite. On garde ça, on garde une petite surprise. Et on a, à la mise en onde, le nom moins célèbre, Mikey G. Ah, parce que de moi, on peut en parler. C'est pas une belle surprise. Moi, je suis pas une belle surprise, moi. Non, moi, je dis de la viande hachée, moi. T'as-tu du chien dans les culottes? C'est ça la question. Je ne répondrai que par wouf. Bon, maestro. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Donc, que s'est-il passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs, cette semaine? On attend, dans le fond, moi je voulais vous parler de jeux vidéo. C'est sûr que je reviens du Comic-Con de Québec. Je sais qu'on va en parler un petit peu tantôt. Plusieurs belles rencontres sur place. D'ailleurs, ça roule là présentement. Oui. Donc, je vous invite fortement, bien sûr, après le show, mais en écoutant le show, à vous rendre simplement au Centre des Congrès ici à Québec pour aller au Comic-Con. D'ailleurs, je pense qu'on va parler à quelqu'un live sur place. Yes, fait que je veux pas faire de spoiler non plus, non, rien. Là, ça. je veux que cette personne-là puisse vraiment en parler par elle-même. Puis je pourrais faire peut-être des petits compléments, là, vu que j'ai eu la tournée média ce matin. Ben oui, tout à fait. Yes. Donc, quoi d'autre? J'ai des nouvelles de jeux vidéo, les gars, à moins que vous vouliez passer Écoute, direct. moi, j'ai pas tant de nouvelles parce que j'ai pas eu le temps de ramasser beaucoup de nouvelles, mais je peux quand même apporter mon petit grain d'information que j'ai répété toute la journée hier, puis que pour le bien de la population, le bien-être collectif. Je vais vous éduquer sur une notion qui est très surfaite dans l'univers du cannabis. Vas-y fort, parce que moi je connais absolument rien là-dedans, fait que j'aimerais que tu puisses m'éduquer, vas-y. Bon, dans le cannabis, il existe 3 variétés de plantes, si on veut. Il y a le sativa, il y a l'indica et il y a l'hybride. OK? Là, je vais vous dire la vraie vérité, là. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les 3 plantes. Les seules différences qui se trouvent au point de vue du sativa et du indica, c'est la physionomie de la plante. Il y en a une qui est plus petite, il y en a une qui est plus grosse, il y en a une qui est les feuilles plus épaisses, les feuilles moins épaisses. That's it. Là, on sent vraiment que t'es pissed-off parce que tu t'es fait vraiment poser la question, j'imagine, à plusieurs reprises hier, du genre, quelque chose comme Ben moi, c'est lequel le meilleur? Ouais, c'est lequel le meilleur, puis tu sais, moi je veux du sativa parce que ça me fait sentir de même. Mais ça, c'est très surfait, il y a aucune preuve. C'est des légendes! C'est des légendes semi-urbaines. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont rapporter, parce que premièrement, c'est qui répond à ces questions-là, dans le sens, le dataset sur lequel les données se basent est complètement
inexistant. Et puis, c'est ça. C'est pas le sativa ou l'indica qui va faire que tu vas te sentir réveillé ou endormi. C'est le taux de THC et le taux de CBD contenu dans la plante. OK, puis est-ce que c'est ça que les questions que les gens te posent? Je veux dire, le THC, comment ça va Le monde ne fonctionner? savent pas vraiment c'est quoi. OK. Mais donc, tu sais, mettez-vous bien en tête, les gens, c'est pas du tout... pensez pas que c'est le sativa qui vous endort et l'indica qui vous réveille ou le contraire. Et tu me disais, dans ta grande sagesse, qu'il y a 3 éléments qui peuvent changer un effet. Effectivement, la loi de l'effet se rapporte avec 3 affaires. Le consommateur, le produit consommé et l'endroit ou le lieu ou la circonstance dans laquelle. Donc, tu changes n'importe quel de ces 3 paramètres, n'importe quelle affaire dans ces 3 affaires-là. Si tu sniffes de la coke sur une queue d'une pute, d'un cimetière ou d'un party, ça va changer ton buzz. Ça va changer. Je suis pas mal sûr que les auditeurs sont pas prêts à entendre ça. C'est ça, j'ai mon quota de gros mots pour la semaine. C'est exactement pour le mois même, je crois. Mais donc, voilà, c'est que, mettez-vous bien ça en tête, les gens, c'est pas du tout un effet garanti, puis c'est plus les molécules contenues dedans que nécessairement la plante. Outre ça, c'est quoi les autres questions que les gens te posaient? Parce que tu me dis, je répondais tout le temps aux mêmes questions. Je disais, outre ça. Ben, tu sais, je te dirais, c'est quoi le meilleur? Qu'est-ce qui fesse le plus? C'est toutes les questions, tu sais, comme classiques, là. Mais sauf que, c'est quoi le meilleur? C'est super objectif. Il y a des gens qui disent, moi, je vais m'endormir, moi, je veux rire, moi, je vais avoir faim. Pardon, mais c'est parce que tout ça, encore une fois, c'est très surfait. Tu sais jamais comment vraiment tu vas réagir. Jamais. Ça se peut que celui-là te fasse rire. Ça se peut que le même, 2 jours après, ça te fasse pas rire puis que tu sois un petit peu en train de paniquer. Est-ce que j'ai pas mis les pieds là, à l'endroit, comment tu l'appelles? La SQDC. La SQDC, je m'excuse. Donc, je me suis trompé dans l'acronyme tellement souvent. Est-ce qu'il y a des pastilles de goût? Comment ça se vend exactement? La pastille de goût, c'est vraiment par ça, donc par sativa, indica ou hybride. Okay. Après ça, on range ça par force, dans le sens que par ordre de pourcentage de THC et de CBD contenu dedans. Okay, c'est pas mal ça. Bien. Il y a des profils de saveurs, donc des terpènes qui contiennent les molécules qui contiennent les saveurs. Mais encore une fois, les profils, c'est des profils de saveurs. C'est pas ça goûte la cerise, tu sais, ça va être fruité. Parce qu'évidemment, toi, tu vas goûter quelque chose, ça va être complètement différent pour l'autre personne à côté. Donc, c'est vraiment, très subjectif. Très. Et très difficile à vendre, j'imagine aussi. Là, écoute, on arrive fort de ces clients. Bon, j'ai juste une dernière question. Tu parlais de THC et CBD. Est-ce que tu connais la différence? Je connais certainement la différence entre les deux. Le THC, dans le fond, c'est un acide organique. Donc, c'est ce qui donne le buzz. C'est ce qui donne que quand tu prends ça, tu sais, t'as les yeux, tu vas peut-être avoir l'essence d'euphorie et tout ça. Et le CBD est un élément non psychoactif. Donc, tu pourrais te fumer une livre de CBD, tu n'auras pas de buzz, mais tu vas avoir des effets quand même, des effets de relaxation, des effets analgésiques et tout ça. Donc, c'est ça la principale différence entre les deux molécules. Bon, ben, merci à Conan de l'émission de Contre-Attaque. et on dirait qu'il y a parti à la cassette. Avez-vous senti la cassette? J'ai entendu l'espèce de play, là, voilà. C'est ça. Okay, comme tu fais un bon politicien, mon Conan, je trouve. Je sais pas si c'est un compliment, mais moi, je te le dis comme un compliment. En tout cas, c'est ça qui est important. Yes. Ah, Stéphane Goulet qui met encore le con dans le mot compliment. Oh, exactement. Je pense que dire Conan, j'ai peur. Sur ça. Autre petite nouvelle. Écoute, moi, personnellement, j'en ai pas, à part mes nouvelles... Moi, j'ai une chiure de nouvelles de jeux vidéo, si vous voulez que je peux y aller de cette façon-là. Ben, ce qu'on pourrait faire à la place, vu que dans l'actualité geek, en même temps, ce qui est sorti, c'est beaucoup sur des sujets en particulier. Je vais vous parler un peu plus tard dans l'émission de la saison 3 de Daredevil. J'ai écouté la moitié. Hey, oh my God. Tantôt, là, j'étais en train de quitter la porte. Faut que j'ai finisse l'émission. J'ai 6 épisodes et demi de fait. Oh my God. C'est malade. Daredevil nous montre comment faire une série. Marvel, c'est Daredevil, son meilleur exemple de meilleure série qu'ils ont produit. Meilleur que la une? Ah, ça n'a pas de sens. Ah, okay. Mais c'est parce que ça build up sa première. Mais aussi de la manière que, tu sais, les processus cinématographiques utilisés, là, Wilson Fisk en hors focus qui parle dans la tête de Daredevil. Génial. L'origin story du nouveau personnage est extraordinaire. Je vous en parle tantôt. Anyway, non, ce qu'on va faire, on va passer en musique tout de suite. Parce qu'après, on va parler d'un événement qui a lieu présentement à Québec, le Comic Con, avec non seulement Stéphane qui est en studio, là, qui est bien sûr là en tant que média, avec ta gang de Québec, mais aussi on a une personne sur place avec qui on va faire un petit peu de remote, ça va être le fun. Mais on va commencer en musique d'abord. Puis après ça, on va passer... La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Et là, j'ai décidé d'aller dans, encore une fois, sur mon site préféré de remix de jeux vidéo, puisque le seul Overclock Remix. Et j'y vais avec une pièce d'un jeu qui est un peu plus obscur, de l'époque du Nintendo Entertainment System, qui était basé sur une série de Disney qui a pas vécu longtemps, mais que peut-être certains d'entre vous vont se rappeler. Est-ce que vous vous rappelez de Darkwing Duck? Mais tellement... Oui, bien sûr.
Le genre de C'était- canard détective, Batman, bizarre, là. Mais je savais même pas que c'était voulais, mais ça. décédé. Je savais pas que c'était mort, honnêtement. Ça n'a pas pensais fait que super c'était- longtemps. Non? Ok. Puis il avait fait un jeu vidéo au NES, ce jeu-là, dont la musique était vraiment cool, parce que c'était réalisé par Capcom. Capcom qui avait quand même un bon parcours. Et si de- Capcom est capable de rendre Picsou badass avec une canne, Ouais, mais Qu'est-ce- tu sais? exact. Puis la trame sonore de DuckTales fait partie des plus populaires de l'époque du NES. Les Mega Man, j'ai pas besoin de vous en parler. Street Fighter par la suite. Capcom a toujours été fort là-dessus pour ce qui est d'engager des bons musiciens pour mettre une belle ambiance. Et là, pour Darkwing Duck, c'était pas en dehors de ce stéréotype-là. On va y aller avec un remixeur qui s'appelle Synes, donc P-S-Y-N-E-S. Et la pièce s'appelle Playtime's Over. On va écouter ça au Geek contre Attack. Alors, on vient d'entendre la pièce Playtime's Over tirée du jeu Darkwing Duck du réarrangeur Synes, disponible depuis cette semaine là, sur overclockremix.org. Hey, j'aime bien mieux ta voix de même.
Ah ouais? Ouais. Ouais, je suis revenu. Tu t'entends-tu mieux? Oui, je m'entends mieux. J'ai que là, je m'entends comme plus normalement. Ah, ben moi aussi, justement, je suis comme plus habitué à ma voix régulière. On avait les micros switchés, on s'en était pas rendu compte. Là. Notre position assis était différente Ouais, aussi, c'était c'était bizarre. Donc, deuxième partie de la première demi-heure. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas de... On a-tu une chronique... on n'a pas de chronique événement, on n'a pas de chronique... Je pense pas qu'il y en ait, non, mais on Non, peut y aller c'est ça. avec, Ben, c'est qu'on va vous parler du Comic-Con de Québec, qui a commencé hier ou aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, c'est ça, 20 et 21, oui. OK, donc ça a commencé ce matin. T'étais là ce matin, Stéphane? Oui, j'étais là ce matin. À partir de 10h, il y avait la rencontre, justement, là, pour les Oublie ça, médias. Stéphane. Vas-y. T'étais là. On a quelqu'un qui est là. Oh, OK. Alors, elle est déjà avec nous en ondes. On parle, bien sûr, de quelqu'un qui est déjà venu ici en studio. Vous la connaissez sûrement. Donc, Virginie Brouillette, salut. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. T'entends très bien. Moi, je vous entends pas très bien. Je suis sur un téléphone à flip, puis j'ai une brioche entre le téléphone et mon oreille. OK, c'est mieux que de parler d'une brioche avec un téléphone dans l'oreille. Mais sur ça... Donc, tu es sur place présentement et tu es là, dans le fond, pour représenter quel événement? Moi, je suis pas là pour représenter quoi que ce soit. Ah non? Je suis là en tant que festivalière, mais j'ai une phase d'exposant parce que j'ai des amis qui sont artisans, puis je les aide à leur table. Ah! Donc, je suis là depuis 8 heures ce matin. Oh, OK. On a eu la chance de voir les exposants s'installer. Entre autres, évidemment, là, les plus connus, c'est la gang de la 501e Légion. Il y a aussi la Légion Rebelle et bien sûr la gang de Mandalorian Merc puis Astromech Droid. Oh, OK. Ça fait un très, très, très gros là, panneau de Star Wars là, avec tout le monde mélangé. Là, c'est vraiment, vraiment le fun. Il y a une belle gang de Vikings aussi. C'est vraiment cool. Ils font beaucoup de bruit, ils attirent d'attention. Leurs costumes sont magnifiques. Donc, il y a beaucoup de cosplayers aujourd'hui, là. Oui, c'est ça. Pour les festivaliers, c'est plein. Il a fallu que je me cache à côté d'une sortie de secours pour pouvoir vous entendre. Parce qu'il y a du monde partout. OK. Puis, à présent, dans ce que j'ai vu, il y a de la lutte. Ça peut intéresser certaines personnes. Ah ouais, de la lutte? Oui, il y a de la OK, lutte. ils ont installé un ring pis tout, là? Pardon, j'entends pas. Il y a des enfants qui sont maquillés. OK. Oui, ils ont installé un ring sur place. Ils ont installé un ring Oui, sur exactement, place. un ring là, full size, puis il y a vraiment des lutteurs vraiment là, qui sont là puis qui font leur show et qui l'ont l'affaire pour le vrai. Là. Ils ont vraiment engagé des gens qui... oui, des fédérations de lutte qui ont lutté à Québec. Là, j'en connais quelques-uns. D'ailleurs, un de nos collaborateurs occasionnels, Nicolas Paquin, qui a déjà lutté ici à Québec là, sous le pseudonyme de Kona, donc on le salue. Mais oui, c'est ça, c'est le fun. Donc... alors, tu me dis que c'est plein de monde déjà? Oui, c'est déjà plein. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup de choses en termes de conférences et en termes d'activités. C'est vraiment plus en tant qu'événement familial cette année. Oui. Parce que les années précédentes, il y avait mis le paquet là, pour inviter du monde et tout ça. Puis les gens étaient vraiment plus intéressés au côté rencontres et échanges entre gens qui font des costumes et tout. Fait que cette année, c'est vraiment plus simple. Puis les gens ont autant de plaisir. Il y a la gang de l'orchestre avant de musique de film qui a fait un concert de Star Wars ce matin. C'était magique. Wow. Malgré le fait qu'on entendait la lutte sans se tuer l'autre bord. D'entendre un combat en background avec la musique de Star Wars, ça fait du sens. Mais pendant les thèmes un petit peu plus tristes, c'était c'est ça. bizarre, mais pendant Duel of the Fates, ça marchait. Là. Parfait. Donc, entre autres, est-ce qu'il y a quand même des invités cette année? Là? Je veux dire, ils ont réduit, mais il doit toujours bien en avoir quand même pour ce soir. Oui, il y en a quelques-uns. Dans le domaine du cosplay, la personne la plus connue, je pense que c'est Marie-Claude Bourbonnais. Oh, OK. Oui, elle est sur place. Elle faisait d'ailleurs partie des promotions et des affiches là, pour le Comic-Con de cette année. Oui, c'est ça. Puis elle est invitée, là, je pense qu'elle est là à chaque année. Là, puis les gens sont vraiment contents de la voir à chaque année parce qu'à chaque fois, elle met des vidéos en ligne, des costumes qu'elle fait, puis des techniques qu'elle emploie pour faire un costume. Là, puis les gens virent fous. Je suis sur un groupe de... Je suis sur un groupe de gens qui font du cosplay à Québec, là, puis à chaque fois qu'elle met une nouvelle vidéo en ligne, là, les gens capotent. Fait que les gens sont bien contents de pouvoir la voir, puis d'échanger avec elle, là, c'est quoi les nouvelles techniques, puis tout. Okay. Puis à chaque année, on apprend quelque chose d'autre sur un nouveau costume, puis sur c'est des nouveaux moyens de faire des nouvelles armures, de travailler avec le cuir ou de travailler avec des médiums qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Virginie, d'ailleurs, cette année, il y a beaucoup de cosplay, mais vraiment, tu sais, je pense qu'ils ont vraiment axé cosplay dans le fond. Là. J'ai vu des cosplays là-bas que j'avais jamais vu de ma vie, dont un Goldorak, là, qui a vraiment presque 10 pieds de haut. Là. Wow! C'était hallucinant. Il y en a un déguisé en Thanos aussi, là, il est immense. On pourrait rentrer 4 dans son dos. C'est dangereux pour le monde de la convention, le Thanos. Là.
beaucoup même beaucoup de gens qui font... claquer les doigts puis de la moitié qui meurt. Beaucoup de gens qui font des cosplays qui sont vraiment impressionnants, puis même que des fois que je connais même pas, là, dans le fond, fait que ça te donne le goût d'aller les voir, de leur expliquer c'est quoi ton cosplay, tu sais, bon, je connais pas le monde, tout ça, puis les gens sont ultra généreux, tu sais, ils jasent avec toi et tout ça. Oui, puis il y en a aussi qui font des trucs originaux aussi à travers une idée de costume qu'ils ont eu, puis ils en profitent là, justement là, pour le montrer au Comic-Con pour voir c'est quoi la réaction des gens. Puis les gens sont super sportifs. Parlant de sport, Virginie. Hein? Salut, c'est Mikey. C'est parce que, oui, il y a du cosplay, il y a de la lutte, mais y a-tu des activités pour monsieur, madame, tout le monde? Là, exemple, un bridge de Star Trek ou quelque chose comme ça cette année? Je sais qu'il y a des activités pour les enfants, mais c'est dans une autre salle que je n'ai pas visitée encore. Sinon, là, il y a toujours l'éternel coin jeux vidéo. Là, il y a tout le temps beaucoup d'ordinateurs et de télé branchés ensemble avec des consoles de jeux vidéo. Ça, habituellement, là, il y a une file d'attente quand même assez longue pour pouvoir jouer à eux des jeux parce que c'est très, très populaire. Pour les enfants, Virginie, si je peux me permettre, il y a du côté, il y a du pixel art à côté justement des lutteurs là, de l'autre côté. Ah oui? Il y a aussi des jeux gonflables pour les enfants. Il y a différentes autres activités aussi là où tu peux aller te faire maquiller et tout ça. Donc si vous avez des enfants, là, allez-y. D'ailleurs, pour les enfants de moins de 11 ans, on nous a appris un matin que c'était gratuit. Et puis l'entrée a beaucoup été diminuée là, cette année. Je pense que c'est 8 ou 10 $ pour entrer. Très abordable cette année. C'est vraiment pas cher. Donc allez-y, là, ça vaut vraiment la peine. Oui. Yes. En termes d'activité aussi, pas d'activité, pardon, mais de personnes qui étaient là d'intérêt, Virginie, il y a aussi Yannick Paquette, je sais pas si tu as eu le temps de le voir un peu, là, le dessinateur quand même connu. Là, non, j'ai pas eu le temps de le voir. Je vais te dire, me promener du point A au point B, ça peut me prendre jusqu'à 1 heure tellement qu'il y a du monde. Oui, il y a du monde en Montréal. Pas vraiment le temps de faire le tour. C'est ça, je pense que c'est un des gros qu'il y a cette année, là, dans le fond, Yannick, là, qui a dessiné justement, entre autres, Batman, aussi Wonder Woman, dans le fond, dans des grosses, vraiment éditions là, de ces personnages-là, puis qui est encore actif, là. Fait que allez le voir, franchement. Nous, on a jasé avec lui pendant genre 25 minutes, puis j'aurais jasé avec pendant 4 heures, si vous voulez mon avis. Tu sais, d'avoir un métier comme ça qui est fascinant comme celui-là, là, ça peut être... c'est d'intérêt. Sinon, aussi, dans les personnalités que j'ai croisées aujourd'hui, j'ai croisé notre bon ami Goulet. Oui. Il m'a fait une révérence en bonne et due forme quand il a vu mon costume. Et moi, en bonne Carrie Fisher qui se respecte, j'y ai dit une vacherie en le relevant. Effectivement, donc c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je suis pas une vedette, là, par exemple. OK, ouais, non, mais c'est pas donné à tout le monde. Il faut être capable de porter ce fardeau-là. Hein? Yes. Il y a aussi la mascarade aussi aujourd'hui, puis la remise des prix est demain. Il y a la mascarade ce soir, les prix vont être remis demain. Donc, si je ne m'abuse, la mascarade est à 18h ce soir. Yes, oui. Donc, ça nous donne le temps là, de faire le tour et de participer à le peu de conférences qu'il y a là, pour cette année. Mais ça donne le temps là, d'être libre pour la mascarade ce soir. Puis, dans ce que j'ai vu là, dans les costumes aujourd'hui, là, la mascarade va être quelque chose. Vraiment, ça va valoir la peine. Absolument. Alors, hey, pour ceux qui nous écoutent live, donc il est 14h22 présentement. Il y a encore beaucoup de temps pour profiter des activités qui sont là-bas. Oui, c'est pas puis c'est pas super beau. Allez-y, c'est pas cher, c'est le fun, c'est plein de monde. Et il y a une partie de nous autres qui est là-bas en plus, donc c'est super le fun. Hey, merci tellement Virginie d'être sur place puis de nous parler par téléphone. C'est super cool. Ça me fait plaisir. Je fais pas des thèmes des films par téléphone, mais une fois de temps en temps, je peux faire une chronique. ça, Mikey, j'avoue que c'était surpassé cette fois-là, de faire un thème par téléphone. Non, ça c'est Conan. Légendaire. Ouais, en tout cas, ça avait été malade. C'était fou. Donc, hey, merci beaucoup de nous avoir jasé. On va se revoir en studio à un moment donné, c'est sûr. Donc, yes! Parfait, merci à Virginie. Donc, le Comic-Con qui est au Palais des Congrès, présentement et demain aussi. Donc, prix dérisoire, plein d'activités. C'est bon pour la famille, c'est bon pour tout le monde. Et d'ailleurs, si vous êtes un geek en bonne et due forme, allez voir les exposants sur place. Vous en avez pour tous les goûts. Là. Yes. Il y a autant des médaillons, des pendentifs. Il y a beaucoup aussi, j'ai vu des gens qui font des gravures sur des verres, qui peuvent vous faire ça custom. Oui. Ça m'a beaucoup intéressé cette année. Les gens de Brave and Bearded qui sont là aussi pour les amateurs de barbe comme moi. Donc, ces gars-là, à tous les événements, je vais les voir, puis à tous les événements. Ils commencent à me reconnaître. Là. Je vide mon portefeuille, je leur donne carrément ma carte de crédit, puis je dis, les gars, let's go. T'as d'huiler la barbe. D'huiler la barbe, tout ça. D'ailleurs, si vous connaissez pas Brave and Bearded... C'est pas avoir l'air de ce que j'ai
l'air, ça te prend de l'huile. Non, mais pas seulement l'huile. Là, je veux dire, l'huile, ça fait un peu, bon, tu sais, je veux dire... Douchebag, tu peux le dire. Ben oui, effectivement, bon, j'allais le dire. Oui, je le suis un peu. Mais il n'y a pas que l'huile, honnêtement. Ils ont tellement de stock super le fun. Pas juste pour la barbe, mais pour les soins du corps en général. Je sais que je sonne bizarre, là, mais honnêtement, quand vous le... Regarde, essayez-le. Ben, Essayez-le. je Puis regarde vous allez me le dire, les gars. Je vous en donnerai un échantillon. Je Puis regarde quand vous allez ça, tous sentir ça, ça va être malade. En studio, là, je regarde ça, là, je me compare, puis je me désole parce que je suis très imberbe en ce moment. Je me C'est sens clair. très imberbe. Oui, c'est vrai, t'es le seul imberbe. Ici, on te juge profondément. Je Ouais, pense que mais t'es de moi, l'autre c'est côté de la plus, ville. c'est plus par négligence puis par lâcheté que j'ai de la barbe que d'autres choses. là. Négligence criminelle. Oh, come on! Ça, c'est chiant. Je fais un effort, OK? Je fais un effort. non, il est beau ton collier. Oh my God, Mikey! Donc, ce que je voulais dire, c'est prenez le temps justement d'aller faire le tour de tous les exposants puis de vous procurer des choses geeks. Il y en a de vraiment toutes les sortes. Puis les exposants qui sont là-bas sont généralement des artistes qui, dans le fond, vivent de ça ou à peu près. Là, ou en tout cas, c'est un bon sideline pour eux. Donc, allez-y. Ruby Art est là aussi. Donc, méchante gang là, pour Oui, s'amuser tous des puis artistes dépenser. locaux, des artistes d'ici de Québec là, Yes. qu'on peut encourager, voir ce qu'on est capable de faire de notre côté, c'est super intéressant juste pour ça, puis les rencontrer, tout le monde sont contents d'être là, sont contents d'échanger, sont contents de se rencontrer. Ça fait partie des activités geeks maintenant à Québec qui fait en sorte que la communauté est tissée serrée ici. Yes. Puis c'est le fun d'encourager ça, puis de continuer de se voir, de se rencontrer, de se reconnaître. Donc, un événement très, très familial. Et d'ailleurs, si vous avez la même maladie que moi, les Funko Pop, là, faites attention parce que j'ai tellement dépensé tantôt, mon ami. Il y avait ceux du Big Lebowski. Tu sais, moi, j'avais déjà de Dude, là. Ouais, c'est ça, t'avais mais déjà. j'avais pas les autres, par contre. Et oui, il les avait là-bas. J'espère qu'il y C'est avait ça. le C'était pas cher. landlord. Y avait-tu le landlord, celui qui fait la danse, là? Jésus, tu parles? Non, le Jésus. propriétaire. Non, il était était pas là. Non, il l'a pas en pop, lui. Ah. Mais j'aurais tellement aimé Avec l'avoir son petit justement avec le costume, costume c'est comme sur scène. Là. Ah, ça aurait été fou, ça aurait été fou. Donc, si vous avez cette maladie-là, retenez-vous. Non, retenez-vous pas, allez-y. Là, tu peux dépenser, ça va être le fun. Puis ils sont pas chers là-bas, les pop, Yes. pour le vrai. Ils font des deals là, incroyables. Oh, nice. Donc, hey, voilà, c'est notre couverture du Comic-Con de Québec cette année. Alors, allez-y en grand nombre, Moses. Il y a déjà un grand nombre de personnes. Faites juste... Allez vous joindre à eux, hein? Yes, c'est une fête, carrément. Tout à fait, c'est une fête. C'est une belle façon entre geeks de sortir de chez nous pour une fois puis se parler entre nous autres. Yes. De pas se faire juger parce que tu vois une affaire de ouais. Star Wars puis tu manques faire une crise cardiaque. Exactement, C'est ça. exactement. De le faire sans honte, soit-il. Donc, Use the force, Harry. Ok. Yes. Yes, the force, Harry. j'ai comme entendu la voix d'un ingrat. Je sais pas, c'est... je sais pas ce qui se passe. Donc, hey, on va y aller en pause. Puis on va revenir après avec notre invité de la semaine. Pourquoi pas? Yes. Hein? Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure des Geeks contre-attaque. Et cette fois-ci, nous avons un invité en plus en studio. On a plein de monde, on a au téléphone, on est en studio, c'est Ça malade. arrête plus. Les Geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Love, parce qu'on les aime tous, nos invités. Alors, tout d'abord, on va le présenter de façon adéquate. On reçoit, c'est rendu un pattern depuis les dernières semaines, un autre BDiste Ben oui. local ici, et qui est à son premier projet, donc Nick Michaud. Salut, mister. Salut les gars, bienvenue. Merci de m'inviter à votre attaque. Oui, ben, tu peux t'approcher du micro? Oui. Colle-toi là-dessus. Alright. mon homme. Ouais, c'est ça. Ça correct? approche du micro. Ok, excellent, parfait. Alright. Donc, Nick Michaud, t'es là pour nous parler de quoi? Black Rose Saga, la première BD que je viens de sortir. C'est Oui. un très gros projet, une fresque épique. C'est le premier tome. Ça a sorti la semaine passée. Et ça commence. On commence ça. Ok, donc Black Rose Saga, rien que le fait que tu marques Saga dans le titre, on s'entend que ça s'enligne pour être long, là. Long. Oh oui. Plus que 10 tomes faciles. Ok. Oh, ok, t'as déjà un gros canevas d'écrit d'avance. Oh oui, solide. Ok. Ça fait combien d'années que tu travailles sur ce projet-là? Plusieurs années. Mais je vais être franc avec toi. Ça a commencé au primaire. Oh, ok. Au primaire, je jouais avec mes Ninja Turtles puis tout ça. Puis à un moment donné, quand tu vieillis, Oui. les gars ils disent
à l'école, ils disaient « Ah, t'es plus cool de jouer au Ninja Turtle. » Fait que là, fallait que je me trouve d'autres choses pour créer des histoires. Hey, tu me rappelles un moment traumatisant de ma jeunesse. Je vais faire ça très court. J'ai fait la gaffe de faire ma première photo de secondaire. J'avais un gilet des Teenage Mutant Ninja Turtles. Ça m'a suivi pendant... Non, parce que dans le temps, c'était pas cool d'aimer ça. Ouais, non, j'imagine. Non. Mais... Puis j'avais un mollet aussi, là. J'avais la coupe longueuil. Mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est ça. Puis ça m'a suivi longtemps, là. Au secondaire, la loi universelle, c'est tes copains qui l'ont, là. Fait que tu peux pas déroger à ça. Ah, écoute, j'aurais jamais dû faire ça. Bref. Fait que là, t'as commencé à inventer des histoires turtle-less dans ta tête, sur papier, c'est ça? Non, en fait, j'ai passé à Megaman. Oh. Okay. J'étais un gros fan du jeu Megaman. Ben oui. Fait que là, j'ai dit, je vais faire des histoires de BD sur Megaman. Fait que là, quand le bras il se faisait couper, ben c'est de l'huile qui coulait. Puis, Et là, il y a eu un gros changement majeur dans ma vie qui a eu de l'impact sur la BD. Ça s'appelle la puberté. Donc, il commençait à avoir... Non, c'est pas... Je vais te l'expliquer. Okay. Fait que là, il a commencé à avoir un peu de la nudité puis tout ça, vrai que c'était plus tellement Megaman. Fait que là, j'ai décidé, je vais faire mon propre univers, là. C'est parce que d'un, je vois déjà que l'inspiration, vite, pour parler de ta BD, de ce que j'en ai vu, on voit une inspiration un peu Métal Hurlant, là, c'est-à-dire les vieilles BD genre Torgal, puis les trucs de genre européen de l'époque. Tu sais de quoi je parle quand je parle de Torgal? Ouais. Torgal, j'ai toute la collection chez nous. C'était un gros classique, là. Oh, oui. Puis je vois que il y a ce style-là qui est un peu perméé sur ton œuvre, là, veux pas. Et puis c'est un compliment, by the way. Je dis pas, copié. Non, c'est pas copié. Ça semble vraiment avoir sa propre saveur. Donc, et là, quand faire cette histoire-là en tant que telle, commencer à écrire, décider dans ta tête, j'écris cette histoire-là. Ça a commencé quand? Ben, c'est justement, là, j'ai commencé à travailler là-dessus. Là, je commence à faire mes personnages, mon univers. J'ai sorti une version fanzine, ça c'est auto-édité. Oui. Il y a, j'avais 20 ans, début vingtaine. Puis, c'était bien populaire, mais là, je me disais, il va falloir que je fasse une version plus professionnelle. Donc, quelques années plus tard, j'ai travaillé là-dessus. Ça m'a pris 7 ans pour bien refaire. Parce que là, quand tu commences une grosse série comme ça, faut que tu te prépares, faut pas que tu fasses d'erreurs, faut que tu sois bien rodé. Oui, puis tu veux en plus que l'introduction à ce nouvel univers-là soit suffisamment riche pour comme donner le sens de la continuité aux gens, de dire OK, là, on vous embarquez dans de quoi là. Tu veux le builder comme tu Ça a été quoi ta première étape quand tu as commencé à travailler ça? Je veux dire, est-ce que tu t'es mis à écrire une histoire ou tu t'es mis vraiment à dessiner des personnages puis après coup faire une histoire? T'sais, par quoi tu as commencé? Un peu selon mon feeling. Quand je filais pour dessiner le personnage, les croquis puis tout ça, je faisais ça, l'écriture aussi. Donc, t'as pas eu d'étape là, marquée, disons, mettons juste de l'écriture aujourd'hui, puis demain juste mettons du dessin. Là. Non, ça s'est vraiment mixé avec le temps. Ouais, c'est ça. C'était de façon organique. T'as laissé l'inspiration dicter de quelle façon t'allais faire ton approche. Ouais, c'est ça. C'est mieux de le faire de cette façon-là, d'ailleurs. Là, je pense. Généralement, surtout un projet personnel comme ça, parce que là, je le mentionne, là, c'est tout toi qui fais. Là. C'est le dessin, le tracing, la couleur, l'écriture, tout là. J'ai starté ma propre maison d'édition, c'est moi qui l'édite aussi. Wow, OK. OK. C'est pas rien, là. C'est tout au complet, là. Oh, ouais, ça prend de la folie solide. C'est téméraire, c'est téméraire. Au point de vue technique, on a remarqué ça avant d'entrer en onde. T'as une espèce de technique hybride entre ordinateur puis à la main, mais c'est assez spécial la manière dont tu procèdes. Oui, je commence à l'ordinateur, je fais les tracés. Après ça, j'imprime, je fais la couleur à l'aquarelle. C'est ça. D'habitude, c'est le contraire. C'est souvent l'inverse. Ouais. C'est que les couleurs vont être ajoutées à l'ordinateur pour mettre de la profondeur. Toi, non, t'as mis les couleurs manuellement, ce qui donne vraiment un look old school, vraiment trippant, parce que tout a l'air à une peinture. Puis tu joues beaucoup avec les ratios des panoramas, ce que je t'avais fait remarquer avant l'émission. Puis ça donne... t'as l'impression de prendre un livre qui a été comme dessiné dans les années 90. Puis ça, c'est dur à réussir aujourd'hui avec les moyens techniques. Parce que les moyens techniques te poussent à te dire « Ah non, je vais faire ça mieux. Of course, j'ai l'outil dans les mains. Faut que ça look. Faut que ça... » Puis la méthode que tu utilises fait en sorte que ça donne un effet un peu intemporel.
à l'œuvre, ce que je trouve cool quand même. Comme tu disais, j'ai lu des Torgal, les Chroniques de la Lune Noire, je sais pas si tu connais aussi. Moi, c'est ça. Fragment, oui. C'est tout de suite à quoi j'ai pensé quand j'ai vu juste la pochette, là, c'est vraiment les Chroniques de la Lune Noire, tout en partant comme le même genre d'esthétique aussi dans les coups de crayon un peu, tu sais, un peu sale, là, si on veut. Ouais, un peu comme fusain, là. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, vraiment, oui. Chroniques de la Lune Noire, là, c'est vraiment, on est dans les mêmes eaux, je trouve, puis c'est vraiment aussi un très bon compliment parce que c'est une de séries de BD très épiques, fantastiques. Oh ouais, ça m'a suivi toute ma jeunesse, puis j'aimais ça, les Chroniques de la Lune Noire, parce que t'avançais dans les tomes, puis il disait un peu de réponse aux questions que t'avais. C'est ça, Black Rose Saga, c'est chaque album, tu vas en apprendre sur les questions, parce que là, le premier tome, tu vas le lire, tu vas avoir beaucoup de questions. Oui. Fait que là, tu vas avoir hâte. Le commentaire qui me revient le plus souvent, c'est quand ton tome 2 va sortir. C'est ça. Non, ça va être une saga truffée et de punch, et de révélation, et de mystère aussi en même temps, tu sais. Donc, c'est sûr que là, ça a pris 7 ans pour la genèse de celui-ci. J'imagine qu'avec les idées que tu as déjà, puis l'expérience que tu as acquise en le concevant, t'estimes à combien de temps le temps de produire un nouvel album comme ça, mettons? Là, l'eau au moulin est commencée, fait que là, ça roule, là. Fait que le deuxième tome roule beaucoup plus vite. Okay. Je suis déjà dans l'ancrage, tout. OK. Moi, je dirais 1 an et demi, à peu près. 1 an et demi, 2 ans, là, pour être, se donner une petite marge de manœuvre. Utopiquement, 1 an. Okay. Hey, wow, si pour en sortir par année, ça serait huge. Je serais très content. Surtout en faisant toute la job toi-même, parce que la plupart vont avoir soit un coloriste qui va travailler pour eux ou un scripteur séparé. Et de faire tout ça tout seul, si t'es capable d'avoir un produit qui garde une qualité comme constante, puis d'en sortir un par année, ça serait huge, mais je veux dire, personne te blâmerait de le faire en 1 an et demi. Si surtout t'en as une dizaine dans la tête, c'est du stock. Là, tu viens de sortir. C'est quelle date officiellement qui a sorti? Jeudi de la semaine passée. OK, donc jeudi de la semaine dernière. Et de quelle façon, mettons, les gens peuvent voir un aperçu de ça ou même se le procurer? Là? En ce moment, je suis en train d'aller porter, parce que là, c'est une maison d'édition qui commence, donc j'ai pas de distributeur. Fait que je fais aussi la distribution. Wow! OK. Tu fais vraiment tout. Je peux-tu te complimenter sur la qualité du produit? C'est une édition cartonnée, gros format, là, comme les grands formats, pas 8 par 11, mais c'est quoi déjà? C'est le... 9 par 12 et demi. C'est 9 par 12 et demi. C'est un peu comme les Tintins, les Spirou, là, que vous vous rappelez. C'est ce même format-là. Une belle qualité de couverture. Les pages glacées à l'intérieur, t'as pas l'impression... C'est pas cheap. C'est pas cheap, ça fait pas amateur. C'est une vraie BD. T'as du potentiel à faire de l'argent avec ça, sérieusement. Écoute, j'espère. Donc, oui. Comment s'appelle la maison d'édition, justement? Samhain. Samhain, ok. Veux-tu nous l'épeler simplement pour que les gens puissent le trouver rapidement sur les réseaux sociaux ou ailleurs, là? S-A-W-I-N. S-A-W-I-N. Fait que Conan poste ça sur la page des geeks. C'est ça que je suis en train de faire. Donc, j'imagine qu'une des bonnes façons, c'est de te contacter directement par les réseaux sociaux pour en acheter une copie. Oui, c'est ça. Mais j'ai été emporté à l'Imaginaire cette semaine. OK. Donc, vous pouvez aller vous les procurer là. Je vais continuer à la distribution aujourd'hui et cette semaine. Fait que tu vas commencer à répandre ça un peu partout dans les différents libraires ici au Québec. Oui, c'est ça. Si je peux me permettre, juste, là, à quoi je peux m'attendre, sans faire de spoiler, là, à quoi je peux m'attendre comme storyline, là, comme histoire, quand je vais lire justement ta saga? Attends-toi à de la grosse lecture. Okay. Comme on disait, c'est un monde vaste. Ça sera pas une histoire, le dragon, puis le chevalier qui va aller tuer le dragon pour sauver la princesse. C'est très vaste comme monde. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnages. Ça se passe en 4 époques. Les liens vont se tisser entre les époques. Donc, ça va faire une grosse histoire. Puis ça, c'est du médiéval fantastique, là. On va y aller de façon très large comme façon de décrire. Je veux pas trop, justement, spoiler à personne. Mais on joue dans ces eaux-là en partie. Médiéval fantastique, mais un peu à la Final Fantasy VII, un peu comme tu vas avoir des trains, puis mais ils se battent tout avec des épées, puis de la magie, tout ça. OK. C'est comme on mélange un peu les... OK, c'est le fun. J'ai des frissons. C'est comme du vieux steampunk, là. C'est genre du steampunk, mais 400 ans avant. Avec la technologie mélangée avec ça, Army of Darkness. Reste que non. C'est un des classiques. Puis le look, puis le ton de ce que j'ai vu en dedans rappelait aussi beaucoup les Conan, et pas notre collaborateur, mais bien sûr. Autant les BD que les livres de Robert Howard, là, pour ceux qui aiment l'original. Là. Les films sont bons, mais les livres... les façons qu'il décrit les combats. Puis ce que j'ai aimé, j'ai vu 2 reprises à ton livre des combats où ce que tu fragmentes les cases suffisamment
nombreuses pour montrer presque chaque geste et chaque mouvement du combat, ce qui te met vraiment bien en perspective au lieu de s'imaginer 4-5 moves que t'as pas vu entre deux actions. Tu vois vraiment ça, j'apprécie vraiment ce genre de souci du détail. C'est comme le contraire de la shaky cam. Tu vois vraiment tout. Non, c'est ça. Puis ça, c'est le genre de détails que j'apprécie. Puis c'est une des qualités de Conan, d'ailleurs. Là. Tu lisais le livre, tu voyais le combat dans ta tête. Chaque mouvement, il décrivait chaque move d'épée, chaque angle dans lequel il rentrait dans la plaie. C'était capoté. Les livres sont bons. J'aime ça quand tu parles de plaie. On va laisser parler l'invité au lieu de parler de nous autres. Tout le monde va être gagnant. Donc, pour les lecteurs de Conan qui ont aimé He-Man, tu sais, c'est des gros gars colosses. Oh non, c'est ça, là. Je me gêne pas à montrer le sang qui revole. Puis, non, c'est très, très masculin. On se le cachera pas, là. Puis, c'est des grosses épées, des cheveux longs. Puis, mais aussi, il semble avoir beaucoup de, là, je veux pas employer l'anglicisme, mais de lore attaché à ça, dans le fond de, il y a un monde. Il y a un monde vivant. Ça semble assez riche autour de ça, donc, culturellement riche. Oui, exactement. Bon. Exactement. Black Rose Saga, premier tome. Écoute, quand même une bonne épaisseur. C'est combien de pages, je sais? 60. 60, ouais. Je me doutais que tu le savais par cœur. C'est toi qui as payé pour chaque page imprimée. Donc, un beau gros volume. Écoute, ça fait... C'est toi qui est allé bûcher le bois dans la forêt pour faire le requis? Je pense pas qu'il est rendu là. Oh oui! Il a fait les pigments lui-même de son encre. Écoute, juste le mettre dans une collection, c'est beau. J'imagine juste le rouvrir, là. Mais il fait beau sans même l'ouvrir. Honnêtement, là, quel beau produit. On jase, là. On est en business. C'est un bel objet en tant que, c'est juste un album de BD, c'est un bel objet. Exactement. Puis, dans le fond, de la belle qualité, un artiste d'ici. On peut juste comme t'enterrer de compliments et espérer que ça fonctionne. Yes, puis j'aimerais ça, Nick, que tu nous promettes une chose. Quand tu vas sortir ton deuxième album, tu vas venir aussi nous le présenter ici au Geek. Et quand tu vas devenir immensément populaire, tu vas quand même passer au Geek quand tu vas à ton 8e album pour venir nous en parler aussi, OK? Quand je vais être très populaire, je vais venir signer vos poitrines. Yes, c'est cool! Nice. Oh yeah! On se prend au mot. Il n'y a pas tant de place que ça sur la poitrine, mais moi, au pire, mets tes initiales. Hey, merci beaucoup, Nick, d'être venu à l'émission. Tu peux rester avec nous si tu veux. Si t'es occupé ailleurs, on va te souhaiter salut. Mais t'es le bienvenu à rester si ça te tente, parce que nous, on parle encore de niaiserie d'ici la fin du show. Mais je travaille sur un autre album, un album collectif. Oh, OK. Attends, parce que monsieur ne fait pas qu'un seul projet qui fait tout dedans. Non. Ah non, il peut pas juste être occupé à faire tout ça tout seul. Monsieur fait d'autres choses, vas-y. En ce moment, il y a une campagne de sociofinancement pour le deuxième album des éditions Samhain. Oui. C'est un album sur les 5 endroits les plus hantés au Québec. Oh, OK. C'est un album collectif. Mais là, la semaine prochaine, c'est proche de l'Halloween. Pourquoi tu viendrais pas nous en parler en détail? Ah oui, OK, à nouveau? Ben, ça tente. Ben Ça oui. tente, parce que là, on a passé beaucoup de temps sur Black Rose Saga, mais comme projet, vu que c'est l'Halloween qui s'en vient, on peut se recevoir la semaine prochaine sans problème. Hein. C'était du temps. OK, c'est Ben parfait. oui. Puis si t'as un de tes collaborateurs qui veut venir, en plus, on pourra en jaser de façon plus étendue. On peut se prendre un bon petit 15 minutes comme on a fait là. Ah, OK, c'est cool ça. Tabarnouche. Je sais qu'on devrait discuter de ça en hors des ondes, là. On fait ça live direct, là. Non, parce que si on fait ça live, il est obligé d'accepter. C'est ça, il y a du public. De un, puis de deux, je voudrais pas comme trop passer rapidement là-dessus, alors que c'est un autre gros projet pour ta compagnie d'édition, d'avoir un autre numéro dans un autre style complètement, mais qui pourra peut-être pouvoir vous amener beaucoup plus de visibilité aussi, parce que c'est plus grand public aussi. Ça, Il y a des fans de BD, complémentaire. mais ça c'est plus comme documentaire entre guillemets, dans le Exact. sens que donc les combien d'endroits les plus? C'est 5 les 5. endroits. C'est un collectif avec 5 auteurs. OK. Chaque auteur a leur endroit. Et c'est des solides artistes. OK. Ils m'ont envoyé leur planche, puis j'étais là, oh shit. Ça remettait en question là, mon travail, là, à ce point-là. Là. OK. Puis dans le fond, ça parle de différents endroits hantés au Québec, là, historiquement, Oui, mais relatés en BD, c'est ça? exact. Oh! Gardien pour la semaine prochaine, gardien pour la semaine Oui, prochaine. on s'en garde. OK, ben, hey, on se revoit la semaine prochaine si t'es willing. Je veux vraiment qu'on en jase de ça va être le fun. Puis pour l'Halloween en plus, écoute, ça va être tout à fait à propos. D'ailleurs, je vais en parler un peu de l'Halloween dans la dernière demi-heure, tantôt. Ben oui. Mais bref. Hey, tu restes avec nous si ça te tente. Merci d'avoir été là. Tabarnouche. Je pense qu'on va avoir du fun à s'en reparler, Yannick. Certain. Ça va être le fun. Puis je vais me rappeler de ton nom comme faut. J'aurais pas besoin de te le demander 30 secondes avant de rentrer en onde. Tu nous as fait une promesse. Tu nous as fait une promesse de Yes. revenir. Si vous voulez, peut-être le mettre sur le site, Oui. la campagne de sociofinancement. Tout à fait. On tout a à fait. déjà atteint notre
notre montant, mais on veut avoir un album cartonné comme Black Rose Saga. Ben oui, parce que ben oui. c'est comme des paliers, les montants, fait qu'on veut atteindre ça. Ben oui, tout à fait. Donc, on va mettre le lien sur la page Facebook. Allez voir sur la page Facebook de Nick, dans le fond, pour avoir un petit aperçu de ce que ça a de l'air. Puis, alors, l'imaginaire, vous pouvez vous le procurer. Puis, videz les stocks, il y a besoin d'y retourner. Là. Yes. On le fait voyager un petit peu. Là. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, Nick. On va y aller en pause Merci musicale. Maybe. La chanson de la semaine 2! Alors, chanson de la semaine numéro 2, et cette fois-ci, on va y aller dans une trame sonore de jeu vidéo. Jeu vidéo que j'ai parlé à quelques reprises au Geek Contre-Attaque, qui est pas assez connu, selon moi. Un JRPG tactique des années début 2000, qui s'appelle Arc-Galad, Twilight of the Spirits. Oh, Arc-Galad! Et celui-là, la façon que l'histoire était relatée était extraordinaire. Dans le fond, tu suivais et l'antagoniste et le protagoniste. Okay. Et tu voyais les deux revers de la médaille des deux côtés. Donc, tout se promenait dans les zones grises puis dans l'ambiguïté. C'était extraordinaire. Quand c'est ambigu, t'aimes ça. Et Tu peux continuer. Vas-y. Et la trame sonore était vraiment mémorable pour un jeu de ce genre-là. En dehors des habituels Nobuo Uematsu, Mitsuda, ou peu importe. C'est ça. Il y a Shigeru Mitsuda là, qui faisait celle de Chrono Trigger, Chrono Cross. Bref, il y en a certains qu'on connaît déjà d'avance dans les JRPG, mais Yuko Fukushima pour la trame sonore d'Arc-Galad a fait un travail colossal pour la trame sonore du jeu. Là, je l'adore. Et là, on va écouter la tune qui s'appelle Challenge, qui est la tune des combats dans le premier acte du jeu. Donc, Challenge de Yuko Fukushima, tiré de Arc-Galad de Twilight of the Spirit. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Hey! Alors, Mike, c'est extraordinaire, Mike, il est en Mikey. train de lire Mike la était en BD. studio avec la BD des mains, était complètement absorbé, ce qui est un autre compliment pour notre copain Nick. Donc, c'était Challenge de Yuko Fukushima, tiré de la trame sonore de Arc-Galad, Twilight of the Spirits. On y va-tu en vrac, parce que j'ai aucune idée de quoi qu'on va parler là. Moi, je parce le qu'on... sais. Oh! Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet! Ben oui, chronique jeux vidéo, c'est vrai, j'avais complètement oublié. J'aime comment il dit mon nom à la fin de la chronique. Goulet!
Ouais, fait comme si c'était un joueur de hockey célèbre, disons. Disons ça comme ça. Mais j'ai pas vraiment pas de talent au hockey. Ça sonne mieux quand Mikey dit Goulet que quand toi tu dis laser. C'est un exemple de même. Piou, piou. Donc, Stéphane, tu parles de jeux vidéo, mais de quoi en particulier? Yes, je voulais vous parler de Sony. Plusieurs nouvelles concernant Sony dans les dernières semaines. Et puis, faut faire le tour. Faut faire le tour un petit peu. Est-ce que vous avez un compte PSN, donc PlayStation Network? Oui. Oui. Bon, est-ce que vous avez, bien sûr, si vous avez un compte, vous avez un nom. Oui. Relié à ça, donc un nickname là, qui vient avec. Oui, tout à fait. Quand ça a été construit au début de PlayStation Network, on choisissait un nom. Et ce que le PlayStation te disait pas, ce que Sony te disait pas, c'est que tu pouvais pas changer ce nom-là. Et on était loin de se douter à l'époque que ce fameux nom-là allait nous suivre dans tous les achats qu'on allait faire. Et tout ça. Donc, votre compte est intimement relié, bien sûr, à votre nom. C'est le nom qui apparaît en ligne, mais c'est le nom aussi qui apparaît quand ta grand-mère vient chez vous puis t'ouvres ton PlayStation. Tu vois le genre? Ouais, donc, c'est marqué... parce qu'il peut y avoir des noms qui sont pas trop élogieux. Ben, souvent, quand c'est du jeu vidéo, des choses comme ça sur Internet, les gens utilisent des noms un peu bizarres. Il n'y avait pas possibilité de le changer. D'ailleurs, c'est pas encore possible de le faire. Mais Sony, au dernier E3, nous ont confirmé le fait que ça s'en venait, qu'on pouvait le changer. Et là, il y a des nouvelles qui sont sorties par rapport à ça. Donc, il va sortir un bêta dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Ça va sortir en février, le bêta en question. Pour strictement être capable de changer votre nom. Est-ce qu'il y a encore des coûts rattachés? Ça, j'avais lu qu'il y avait 5$. Pour le bêta, il n'y aura pas de coût parce que dans le fond, tu vas être testé, donc tu vas tester le tout. Mais par contre, quand ça va être implémenté, donc vraiment mis en ligne, ça va coûter 5$ pour les gens qui sont qui ont l'accès le PlayStation, donc PlayStation Plus. Pour changer les pseudonymes. Exactement. Et 10$ pour les gens qui n'ont pas cet accès-là. Donc, par contre, petite chose étonnante, c'est que ça va seulement fonctionner sur les jeux qui sont sortis après avril 2018. Donc, si vous jouez à un jeu qui est sorti, donc la date de sortie est sortie avant avril 2018, ça va être l'ancien nom ils ne qui apparaît. garantissent pas que ça va fonctionner. Donc, comment le jeu... Mais pourquoi il sort ça d'abord? C'est ça que je me pose comme question vendent, aussi. qu'ils vendent un feature qui devrait être gratuit, Oui. à moitié, mais pour un prix... Très difficile à suivre. Très difficile à suivre. Très difficile à suivre. Donc, je me propose, je vais moi-même tester le tout en février prochain. Donc, je vais m'inscrire au bêta. Je suis déjà inscrit d'ailleurs. Donc, aussitôt qu'ils vont m'envoyer le tout, je vais faire des changements. Mais malgré que mon nom, je l'adore. Moi, c'est Pinpone, P-N-P-O-N-E-Y-0-0. Donc, d'ailleurs, si vous voulez m'aider, c'est un nom très respectable. C'est très respectable. Ah, mais tu pourrais te changer pour Chronique Laser. Oui, piou, ça serait quand même bien. Donc, en tout cas, juste pour vous dire que c'est louche et que j'espère en tout cas que ça va fonctionner. De charger pour cette option-là, c'est ridicule un peu, surtout que si ça touche pas tous les jeux, tu sais, puis ça touche pas ton environnement en général, tu sais, ça touche, je sais pas, en tout cas, j'ai hâte de voir, donc je tenais à vous en parler, puis partager ce fait douteux-là avec vous. Parce que Sony, d'habitude, sont plus, pas transparents, mais ils ont réussi à naviguer dans des eaux éloignées des pratiques douteuses de leurs compétiteurs depuis quelques années. Et là, des fois, tomber dans quelque chose d'aussi sketchy, entre guillemets, là, j'essaie de trouver le terme en français, là, mais d'aussi questionnable. Mais tant qu'à ça, c'est bizarre. Tant que ça fonctionne pas comme ça, faites-le donc juste pas. Puis assumez le fait que ça se fait pas. Faites-le gratuit ou faites-le pas. Exactement, clairement. C'est pas grave si vous le faites pas, là, mais ne chargez pas, puis ça marchera pas à moitié. Ou ça devrait être un peu comme Facebook, là, tu peux le faire à tous les 6 mois, tu peux changer ton nom, mais quand même... que t'abuses pas que tu changes 15 fois par jour. Parce que c'est sûr que si on laisse ça ouvert, garantit que le monde va s'appeler, il va tout avoir les noms du monde qui vont être utilisés en 5 secondes. Au pire, quand tu renouvelles ton abonnement annuel, tu peux changer ton nom en ce moment, là. Quelque chose, une genre de limite, mais tu sais, fais-les ou fais-les pas, là. Parlant de Sony, Stéphane, est-ce que tu as regardé la bande-annonce finale pour Red Dead Redemption 2? Oui. Mais parlant de Sony, c'est pas Sony. C'est pas seulement Sony, mais... C'est PlayStation 4, là. Oui, mais j'avais avant de sombrer même dans Red Dead Redemption, parce que j'ai d'autres choses pour toi, j'ai deux petites nouvelles quickies concernant Sony aussi, OK? PlayStation Vita. Le PlayStation Vita qui est probablement ma console portative préférée ever, qui ne s'est jamais faite de toute la Terre entière. Je suis d'accord avec toi. Mais le Vita est d'une puissance vraiment surprenante pour une console portable. Donc, une grosse nouvelle par rapport à ça. Donc, Sony annonce qu'en 2019, c'est terminé pour la Vita. Donc, les ventes n'ont pas suivi. Hein. Eh ben, c'est justement, dans le fond. Puis bon, vous savez que quand c'est sorti en 2011, il y avait eu une grosse problématique avec les supports supplémentaires à mettre dessus. Donc, tu pouvais acheter une carte pour mettre dedans, mais qui était spécifique au PlayStation Vita. Donc, tu commençais avec un nombre de gigs X, puis là, tu pouvais, dans le fond, en ajouter d'autres, mais seulement uniquement avec la carte
Sony, là, Ouais. tu sais, qui était manufacturée En plus, pour c'était sorti- cette console-là C'était seulement. c'était sorti en plus relativement tôt après la sortie du PSP. Tu sais, il avait peut-être pas laissé le temps à la Assez de PSP temps. d'avoir vraiment Exact. une swing pour se faire remarcher. Et là, tout de suite, la Vita sortait. Et la Vita, malgré le fait que, en tant que hardware, dans le fond, là, pour ce qui est de la machine que tu as dans les mains, C'est hallucinant. C'est fort. c'est vraiment un beau morceau. Personne n'a suivi. Et j'ai l'impression que c'est peut-être le côté qui est fort pour la console, pour les exclusifs. Ça l'a peut-être joué contre eux, parce que Nintendo, avec le DS, a toujours eu des exclusifs qui étaient monstrueusement populaires. Exactement. Et la Vita, c'est pas ça qui les a drivés tant que ça. Mais je pense que vraiment, c'est le côté. Si on avait Puis pu le mettre prix, peut-être? dedans des cartes SD régulières, Ouais. là, les gens auraient probablement plus accroché, je Peut-être. crois. C'est que là, ils ont voulu contrôler une part du marché, justement, avec les bidules que tu mettais à côté. Et là, ça a Puis vraiment tué le prix un de peu la base vente. était rough aussi. Oui, c'était cher. Moi, je l'ai pogné autour de 200$, je vous dirais, il y a quelques années. Et je joue encore tout le temps à ma Vita. Je veux dire, c'est incroyable, c'est une super console. D'ailleurs, Sony en aurait vendu, parce qu'ils n'ont jamais sorti de chiffres exacts, mais en aurait vendu entre 15 et 16 millions selon les experts. Ce Donc, qui est c'est bon, quand mais sur même 6 ans, une vente. sur 6-7 ans ça. d'existence, c'est pas énorme. Fait qu'on prévoyait pas revoir une autre console portative de Sony C'est ça. d'ici peu. Parce Mais- que, dans le fond, ces chiffres-là, ça peut ressembler à un chiffre annuel de 1 an de Nintendo quand Ah oui, ils bien sortent une sûr, nouvelle console. bien sûr, clairement. Fait que, Mais surtout que, tu sais, le gaming portable, on va se le dire, là, et c'est mort, là. On a tous un téléphone dans nos poches qui va avoir bien oui, mais plus qui a de un, possibilités. ouais, mais qui a 1/10 de la puissance pour pousser Je le jeu, remarque par que la contre, Switch nous fait peut-être mentir. Nintendo nous fait peut-être mentir un peu. Il y a quand même une forme de marché, en tout cas. On verra Mais c'est comment plus ça va que, tu sais, dans évoluer. le sens, le Exactement. gaming portable, où est-ce qu'on est rendu avec les téléphones, c'est un petit peu... Surtout qu'en plus, maintenant, c'est un Android ou même un iOS. Là, tu peux directement mettre ta manette de PlayStation ou de Carrément Xbox dessus. carrément dessus puis jouer. Là. Fait que là, il y a Ouais, même c'est ça, plus... tu peux. tu sais, fait que là, le côté manette est plus problématique parce que tout fonctionne Bluetooth. Donc, tu connectes ça dessus puis ça fonctionne A1. Donc, il y a beaucoup de gens qui le font. Autre petite nouvelle rapide là, concernant Sony. Puis après quoi, on parle de Red Dead, les gars. Je vous vois, là, vous êtes plus capable de J'en ai me une contenir, après, là, c'est c'est pas ça. la Ah oui, même. ben oui, tu iras. Ok. Le virus sur PlayStation. Hein? Donc, PlayStation 4 qui Ouais, ça que finalement, t'avais? qui était pas si C'était ça grave. que t'avais? Ben, c'est-tu un virus ou le message? Le fameux message, là, j'appelais ça un virus, mais vas-y, Non, vas-y. Cole, c'est simplement un message que vous pouvez recevoir de quelqu'un qui, généralement, n'est pas votre ami. Et si vous l'ouvrez, ben, ce que ça fait, c'est que ça initie le formatage de votre console PlayStation 4. Donc, c'est sûr que c'est pas un virus, proprement dit, au sens où votre PlayStation ne sera pas irrécupérable. Mais ça va la remettre à neuf. Ben, il faut que ça fasse un factory reset. Là. Exactement. Tu perds toutes tes données, tu perds absolument tout. C'est ça. Et là, tu dois te reconnecter avec ton PlayStation Name et redownloader tous les jeux et tout ça. Donc, ça peut être très, très tannant. Donc, ce qu'on dit aux gens, simplement, c'est que dans le fond, n'acceptez pas de messages de personnes que vous Non, ne c'est connaissez ça. pas. Et comme ça, acceptez pas de bonbons. Mais c'est fou quand même Des de se dire gens qu'un message, tu sais, qu'on peut fait faire juste ça. plus que... Parce que, évidemment, il y a beaucoup de... Je suis en train de voir un peu, là, comme, qu'est-ce qui explique ce message-là, parce que je veux dire, c'est pas un exécutable, c'est pas quelque chose, tu sais, que tu dis, OK, j'ai ouvert un programme. Non, j'ai juste lu un texte et ça a été assez, tu sais, pour... ça. Puis il y a beaucoup de gens qui ont l'air à avoir des opinions différentes là-dessus, mais ce qui paraît, c'est une affaire de rendering des strings rattachés potentiellement au nombre de caractères utilisés dans le message. exactement. Donc, c'est comme il y aurait un maximum de peut-être 140, puis là, à cause des symboles utilisés, on dépasserait le 140 quand il transmet d'une place à l'autre, donc ça fait un... Il y a quand même Mais, une problématique t'sais, avec PlayStation quand même. Oui, Une grosse oui. compagnie comme ça ne devrait pas se faire pogner Ben avec un oui, message aussi. effectivement. Ouais, mais Sony, c'est pas la première fois qu'ils se font pogner avec des coups de main. Ah, ça c'est sûr, ça c'est clair, on Tu le te rappelles sait, des c'est gros ça. leaks qu'il y avait eu avec le leak de Sony pour les films, les emails puis tout ça, là, qu'il y avait eu il y a quelques On années. parle là. de plusieurs centaines de millions de personnes Ouais. d'utilisateurs qui avaient été Ouais. carrément pris, pas centaines de millions, mais des millions de personnes, pardon, qui avaient Ouais, été c'est pris. ça. Euh, Exactement. c'est, Puis les emails personnels des exécutifs de Sony, ça avait été gros. Là. Oui, ça avait été gros. C'est ça. Donc, Bon, là, allons-y. Mikey. Terminons la chronique avec Red Dead. Red Dead Redemption. Donc, Red Dead Redemption, une grosse nouvelle qui est sortie. Deux grosses nouvelles concernant le jeu. Oui. Première nouvelle, le jeu vous prendra 65 heures à faire seulement pour la partie, la storyline. Là. Donc, Ouais, sans side quest, en guillemets. Exactement. Donc, si vous prenez l'histoire du début à la fin, on parle de 65 heures de jeu pour un joueur régulier. Donc, moi, ça veut dire 425. Parce que Si tu je veux suis faire une speedrun, C'est ça. c'est en 40 heures. Mettons à peu près, grosso modo, là, ça va ressembler à ça. Donc ça, pour moi, c'est un très très bon point. Vraiment. Oui. Parce que, bon, je veux dire, on va avoir un jeu riche, un jeu ouvert, avec vraiment de l'histoire là, à n'en plus finir dedans. En espérant que ce soit pas trop répétitif, par contre. Parce que des fois, bon, on sait pas, Rockstar n'a pas généralement... Non, sont ils pas réussissent à très pas trop tomber dans ce trap-là, mais c'est un open world. Faut quand même s'en attendre un peu. Exactement. Il faut être capable d'en tolérer une légère partie. Autre nouvelle, le jeu, sa taille. Donc la taille du jeu, on parle de
plus de 99, ça serait 99 gigs. 89 gigs pour... quand je l'ai installé. 89? 89 gigs. Okay, c'est installé le pre-order? Pardon. Oh oui. C'est ça, donc 89 gigs pour le jeu. Et si vous l'achetez en édition physique, ce sera le premier jeu de tous les temps sur PlayStation, sur les consoles sur PS4, actuelles à avoir 2 CD, donc 2 supports physiques directement. Donc vous allez avoir... On est rendu là! Donc vous allez avoir un jeu qui est tellement large qu'il va, dans le fond, demander 2 CD, deux CD exactement, Blu-ray. On revient, tu sais, les technologies sont vraiment cycliques. Parce que depuis le PS3, PS2, il n'y avait eu aucun jeu multidisque. Ben oui. Ça remontait au PlayStation 1. Là. On se rappelle de Final Fantasy, que c'est 3 disques. On se rappelle de Chrono Cross. Driver 2 aussi, qui avait 2 CD, 2 ou 3 CD, je me souviens pas. Il y avait beaucoup de jeux qui avaient 2 CD. Donc là, on est rendu... On revient à ça tellement le jeu est gros. C'est une bonne nouvelle dans le sens que le jeu est aussi gros qu'ils le prétendent, mais que surtout que l'entièreté du produit ne sera pas seulement downloadable pour un montant supplémentaire en microtransactions de jeux online. Attendez-vous à en avoir pareil, là, des microtransactions et tout ça, mais plus pour le côté online de la chose, peut-être moins pour mais l'histoire. le jeu, en tant que tel, le single-player game est extensif et est énorme et prend de l'espace. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de contenu pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'online. Êtes-vous hypé par le jeu? Êtes-vous, là, est-ce que c'est votre... j'ai hâte. J'ai hâte. Le 1 a tellement frappé fort. Moi, je suis comme juste plus capable d'attendre, genre, honnêtement. Je veux dire, je compte les heures, je compte les minutes. Il est déjà, moi aussi, préloadé. Mais moi, je sais déjà que je jouerai pas avant janvier. Oui, c'est vrai, à cause de ton défilm. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis comme, oui, je suis hypé, mais, il falloir que je joue à God of War avant, falloir que je joue à Spider-Man avant, falloir que je joue à... Ah ouais, tu veux jouer à plein de choses avant. Parce que, écoute, il y a plein de jeux que j'ai manqué, moi, là. Moi, j'ai pas terminé encore Assassin's Creed Odyssey. J'ai pas encore terminé Spider-Man. J'ai plusieurs jeux, là, justement. J'ai le jeu de Call of Cthulhu, là, justement, qui sort là, que j'ai préloadé aussi, que j'ai pas encore, c'est sûr, j'ai pas encore fait, il est pas encore sorti. Mais ça sort le 26 octobre prochain. Retenez ça, là. La semaine prochaine. Ça. Donc, vous, mesdames, à la maison, si vous avez des hommes gamers, vous allez le perdre. Alors, vendredi prochain. Octobre donc, on pourra vous donner nos premières impressions au prochain show des Geeks Contre-Attaque. Donc, ça sera nos premières impressions rendues là. 6 jours. 5 J'ai jours. assez hâte, là, je regarde les décomptes, là. On a passé notre demi-heure un peu, puis je pense qu'on va faire une petite pause parce que là, Conan va nous parler. On va parler de télé un peu. J'ai vu tellement d'affaires cette semaine en plus. En plus? Ok, fait que je vais essayer d'aller vite sur ma chronique des films. On va compresser ça, les boys. Donc, petite pause, on va revenir tout de suite après pour le 3e tiers des Geeks Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks Contre-Attaque! Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Tellement de testostérone dans le studio. Ce thème-là sans la sueur. Donc, hey! Conan l'Arsenault, salut! L'Arsenault. Conan Arsenault, donc, salut, mister. Salut, mon homme. Donc, tu vas nous parler des choses que tu as vues cette semaine. Oui, j'ai vu plein de choses qui m'ont fait vivre plein d'émotions différentes. Je vais commencer par, quand souvent je revisite des choses du passé. J'ai écouté Weekend at Bernie's. Non. J'ai pas écouté, depuis que j'étais jeune. Ça a-tu bien vieilli? Correct. Ah oui? Correct, tu sais. Je me suis dit, honnêtement, il pourrait avoir un remake de ça, puis je pense que ça marcherait parce que c'est extrêmement dark. C'est très, très noir quand on y pense. Je me souviens pas en tout du fait que c'était noir ou... parce que c'est quand même deux gars qui manipulent le cadavre. Ouais, c'est vrai, non, c'est clair. Il y a un acte, tu sais, il y a une madame qui baise la mort. Voyons, je me souviens pas de ce bout-là. Faut que je réécoute ça. Il y a des affaires, c'est comme, oh my god, c'est donc léger, mais quand tu c'est de la nécrophilie pour toute la famille. Tu sais, quand on était ado, on écoutait ça, c'était super bien vu, genre, c'était comme, ça parle de cocaïne, ça parle ça passait à TVA l'après-midi. Oui, c'est ben voyons donc. Il pourrait avoir un remake et ça fâcherait tout le monde. Le monde a changé. Ça serait correct. Le monde a changé. Donc, Weekend Bernie's, mais je vais pas revisiter le 2e ni le 3e parce que déjà, je trouvais ça... c'est assez. Ouais, et petit fait historique intéressant, Weekend chez Bernie est un des films d'Hollywood qui représente le plus adéquatement le système judiciaire américain.
Parce que souvent, les avocats dans la vraie vie rient du fait des scènes de cours qu'il y a dans les séries télé ou Oui, les bien films sûr, parce bien que sûr. c'est complètement pas réaliste. Il paraîtrait que Weekend chez Bernie peut être étudié de façon legit par un avocat parce que toutes les procédures sont les mêmes que dans la vraie vie. Eh ben. Ça, J'y jetterai un coup d'œil un jour. il y a des avocats qui ont dit ça, ils ont fait comme wow, ça a été écrit là, c'est exactement comme ça que les procédures se passent. Ah ben. Fait que genre, écrit C'est- par un gars qui a failé le lawyer school. pour Probablement, aller devenir probablement, mais scénariste. c'est surprenamment précis. Eh C'est ben. ce que j'ai entendu dire par des avocats sur les internets. Écoute, c'est très possible parce que je me souviens qu'il y a je me souviens que quand ils parlaient de choses tu sais, Oui. un peu techniques, je comprenais rien. Puis ça m'a... Oh my god. C'est soit qu'ils disent vraiment des vraies affaires ou c'est comme du techno-babble de Mais non, de c'est business, mais... supposément, de l'avis de plusieurs personnes, là, j'ai plusieurs sources, c'est très, 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 très crédible et légitime. surprenant. Ensuite, j'ai écouté The Spy Who Dumped Me, donc avec Mila Kunis et puis j'oublie le nom de l'autre actrice. Kate McKinnon. C'est la fille de Saturday Night Live que Hollywood essaie de nous pousser comme lead féminin post Melissa McCarthy, mais qui essaie de nous pousser dans la gorge un peu. Parce qu'elle est bonne, la fille, mais... La fille, je suis sûr qu'elle est drôle, là, mais dans ce film-là, là, dans tous les films qu'elle joue récemment, là, je sais pas ce qui se passe, là, mais oh my god. C'est pas loin d'être insultant, là, ce film-là. Là. C'est pas loin, comme... Les seules belles choses que je peux dire pour ce film-là, c'est qu'ils sont allés à beaucoup d'endroits qui sont très beaux visuellement. Ils sont allés à Vienne, ils sont allés à plein d'endroits. Ils ont eu du fun à tourner ça, mais c'est... En français, ça s'appelle L'espion qui m'a dompé. Quelle traduction Pas vrai. extraordinaire. Nous autres, on se sent Wow. coupable de mettre des anglicismes partout parce qu'on fait un gros effort, mais c'est dur. Tu sais, c'est pas drôle, c'est pas bien monté, le timing marche pas. Il y a comme peut-être deux acteurs qui sont comme un peu plus, tu sais, dedans. Puis il y a, je pense, la scène où est-ce que le personnage de Kate McKinnon appelle ses parents qui sont comme Paul Rudd et puis en tout cas c'est pas Paul Rudd, pardon. C'est du monde connu quand même de l'humour. Ouais. Cette scène est drôle. J'ai sorti de l'air dans mon nez rapidement avec peut-être un petit peu de bruit dans ma... Comme ça, c'est le maximum que j'ai reçu. Ça s'appelle rire. Ça s'appelle rire. J'ai sorti de dans l'air ce de mon film-là. nez. Puis, mais sinon, Paul Reiser. OK, oui. Que lui, ça fait la peine de dire, j'ai fait des meurtres, lui, comme, OK, pas grave, tu sais, je vais te faire aller, tu sais, lui, il a tout vécu, c'est un avocat du criminel, il fait comme, OK, pas de problème, tu sais, dis-moi juste ce qui se passe, puis je vais te dire où aller. Cette scène était bonne, mais sinon, c'est vraiment un 2 sur 10, là, c'est vraiment, À ce point. plus jamais, je vais réécouter le nom de Mila de Kunis, cette c'est pas qu'elle est réalisatrice. mauvaise, c'est juste qu'elle a besoin de quelqu'un pour... Faut qu'elle soit supportée par de bons Ouais. acteurs, parce que de l'idée elle-même, c'est tough. Ah, mais tu sais, c'est... Parce que comme actrice de support dans Black Swan, elle était meilleure que Portman. Ouais. Là, faut qu'elle soit supportée, faut qu'elle soit supportée. Elle est insupportable! Mike. Ok, Vraiment. excusez. J'ai perdu du temps juste pour ça. Continue, Conan. Donc, Spy Who Dumped Me, je le recommande vraiment pas, même pour les fans de Mila Kunis, parce que j'ai l'écouté avec une de mes amies qui est un fan, et on va l'écouter parce que, tu sais, je la trouve bien belle. Ok, correct. Les deux, on était extrêmement déçus. Elle n'a pas répété comme expérience. Parfait. J'ai écouté la série sur Netflix, The House on the Haunted Hill. J'ai écouté le premier épisode. Pas fou. Surprenamment bien faite. OK. J'aurais aimé que ça reste plus en subtilité, dans le sens que ce qui est le fun, moi, quand on parle de surnaturel, c'est quand on est juste à la limite de c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, t'es-tu juste fou, tu sais, soit ça, ou soit on est complètement dans le surnaturel, puis que là, OK, là, je veux savoir comment que les fantômes fonctionnent et tout ça. Là, on bridge un peu les deux, mais c'est pas mauvais. C'est même une des meilleures séries d'horreur que j'ai vues. Bon, une série d'horreur, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui existe à part American Horror Story, vous allez me dire? Ben non, il y en a un paquet, là. Des séries d'horreur? Bates Motel. Ouais, je l'ai pas écouté. Supernatural. Mais tu sais, donc ça fait partie des bonnes séries d'horreur. C'est réalisé par lui qui a réalisé Oculus, dont j'ai Oh, oublié le nom, Mike Flanagan? Mike Flanagan, exactement. Wow, oh, Donc, qui a tu sais, fait Hush aussi, que j'ai oui, adoré. Hush. Ben, en fait, il y a l'actrice principale de Hush qui joue là-dedans. Ok. Donc, histoire familiale, ça fait beaucoup penser à la série d'horreur Red Rose. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, avec un hôtel qui a des fantômes dedans. Ouais. C'est un peu la même chose. D'ailleurs, Stephen King endosse la série là, avec aplomb. Ouais, tu sais, comme, Wow. je peux comprendre que plein de gens fassent comme, OK, wow, c'est la meilleure série d'horreur du monde. Ça fait partie des bonnes séries d'horreur. C'est pas, là, mind blown, mais, honnêtement, efficace. Puis aussi, les fantômes sont cool. Tu sais, comme, il y a plein de choses. J'ai quand même dévoré la série d'une shot, même si Ok. Combien d'épisodes? 6 à 8, je pense. Ok, Tu sais, ok. Il y a des affaires que j'aurais enlevées, il y a des affaires que j'aurais plus voulu, mais, overall, belle surprise. Tu sais, ça prend pas le spectateur pour des niaiseux. Ah non, Ben, Flanagan, pour ce qui est des scripts, là. Ben, le Hush, là, à chaque fois que t'as une idée de dire, moi j'aurais fait ça, elle le fait. ouais. Elle laisse pas de trucs évidents, genre, pourquoi qu'elle a pas fait ça? Elle a tout essayé les trucs que toi tu penses, elle est tout le temps un step avant toi. Donc,
le script, il a pensé à ce que toi tu penses pendant que tu l'écoutes, donc c'est bien écrit. Et Flanagan est réputé pour ça. Puis l'actrice qui jouait dans Hush, c'est la femme de Mike Flanagan. Ah, pour vrai? Oui, dans la vraie vie. Nice. Donc une bonne actrice. Donc dans Hush, elle avait fait une bonne performance. Puis là, ça repose sur les épaules là-dedans. là-dedans. Bonne aussi, parce que dans le fond, c'est une famille qu'on les voit plus jeunes, on les voit plus vieux. Dans le fond, on pourrait dire que ça a du chien des culottes. Ça a du chien des Ah, culottes. C'est ça, on pourrait dire ça. Il a vraiment aimé cette expression-là. Hein? On pourrait dire ça. Mais là, les gars, j'ai écouté quelque chose d'autre, là, ça m'a mis à terre, cette affaire-là. Émotionnellement à terre, j'étais Hey boy. fâché, j'étais triste, j'étais désemparé, j'étais comme, oh my god. C'est un documentaire qui s'appelle Mommy Dead and Dearest. Oh my god! Ça faisait longtemps là, que j'étais rempli d'émotions négatives envers un être humain que je voyais Sur porter à l'écran. Netflix? Non, je pense pas qu'il est sur Netflix. Sans vraiment en dire long, parce qu'évidemment, c'est le genre d'histoire qui est extrêmement sordide, remplie de dépravation et de twists, et que tu dis, oh, mais ça se peut pas que quelqu'un fasse ça à quelqu'un. C'est une histoire d'une mère avec une fille, avec sa jeune fille qui est malade, qui souffre d'un gros paquet de maladies, fibrose, kystique et tout ça. Et ça commence, dans le fond, quand la mère s'est fait poignarder 7 fois dans son lit, et la jeune fille est amenée au centre de police. Les polices disent, ben, est-ce que tu as quelque chose à voir là-dedans? Puis ça, c'est un documentaire. Là. Documentaire. Donc, c'est arrivé pour vrai. OK. Tu sais, ce serait une sorte de fiction, ce serait horrible. Un documentaire, ça me donne envie de tuer. OK. Ouais, Mikey, ça arrêtait le fun, tu fermes ton micro. Hein. Ben, écoute, Ça aurait été Mikey, extraordinaire. Mais donc... Mais donc, c'est ça, tu sais. Il y aurait eu un film de ça aurait été fâchant, ça aurait été comme, oh my god, tu sais. Ouais. Mais là, savoir que c'est arrivé dans la réalité, c'est complètement aberrant. Et c'est sûr que c'est le genre de situation qui se passe plus souvent qu'on pense. C'est vraiment, là, c'est fâchant. Je vous recommande hautement ce documentaire-là si vous voulez capoter un Si peu. tu l'as vu, ça ressemble-tu un peu au même feeling que Dear Zachary? Pas mal. OK. Dear Zachary, mal. ça m'avait fait tomber sur le cul. Ouais, tu vois, quand j'ai écouté des Zachary, moi, il m'a laissé un peu froid, mais j'ai compris le pourquoi. Ouais. Tu sais, comme, OK, je vois comment que ça... Mais oui, c'est exactement ça. Ça te laisse à terre démoli comme... Oh my Donc, God. ça n'a pas de chien des culottes. Ça a plusieurs chiens dans plusieurs Ok. Une dernière situation qu'on va parler un peu ensemble. On n'aura pas le temps d'en parler autant qu'on en voulait, sinon il va falloir que je parle en accéléré pour le défilm. Parlons un peu de ce qu'on a vu tous les deux à date. Daredevil, mon chum. Daredevil saison 3 qui est sorti hier. Oh my God. T'as combien d'épisodes dans le corps, toi? Là, j'étais au 6e. là, OK, je moi pense, j'ai là. fini le 6, j'étais à moitié du 7. C'est comme, on a vu le deuxième Daredevil. Ouais. Puis C'est ça. on est dans, on règle L'épisode d'après, c'est situation-là. Aftermath qui s'appelle. Ouais, c'est ça. Mais on est rendu presque à la même place. Mais c'est bon. Sont revenus à la qualité intégrale la première saison. Meilleur, moi, je trouve. Puis le writing a pris un step-up dans le sens qu'il build up sur ce que Kingpin avait installé. Il y a l'origine d'un nouveau vilain qui est un classique de Daredevil, mais qui est tellement bien amené, de façon créative, de façon artistique, de façon crédible. Est-ce que les pouvoirs de Daredevil ont évolué? Non. Non, au contraire. Parce qu'il est arrivé quelque chose, parce que t'as pas vu la saison de Defender, il arrive quelque chose de pas chic à Daredevil, il se ramasse coincé en dessous de quelque chose. Il passe pour mort. Et il y a beaucoup du début de la saison que c'est lui qui tente de récupérer ses capacités. Donc il commence à diminuer. Exactement. Et de voir à quel point de façon que Kingpin est en train de tout manipuler. C'est extraordinaire. Enfin, comme Kingpin, même dans la première saison, on voyait qu'il était un gars brillant, mais il était pas là très longtemps. Là, c'est bien plus Kingpin comme série. Là. C'est vraiment lui que tous ses moves qu'il fait, tous les gestes qu'il pose, toutes les phrases qu'il dit, c'est calculé. Puis là, tu sais, c'est vraiment comme, OK, wow. Là, ça nous montre c'est quoi un vrai génie criminel. Carrément. Et tous les protagonistes et les personnages de soutien sont bien écrits dedans. Parce que les actions de Daredevil qui ont des impacts sur son entourage, que ce soit dans le fond Ellen Page ou dans le fond pas Ellen, comment qu'elle s'appelle? Karen Page. Ellen Page, c'est ça, j'ai rendu l'actrice. Karen Page puis Foggy Nelson, puis la façon qu'eux réagissent à ça, puis même l'agent du FBI, Nadim, qui nous est introduit. Ouais, au début, j'étais comme pas trop sûr, mais ça va. Puis là, quand tu comprends ses motivations, pourquoi il va jusque-là pour inclure Kingpin dans son enquête, tout ça mélange ensemble est écœurant. Puis l'action, les chorégraphies d'action, il y a plein de shots que j'ai reculé, j'étais comme, mais c'est donc bien belle. Il y a il y a un plan séquence de 11 minutes dans l'épisode 4 qui est meilleur que la fête du couloir dans le premier et que la fête de l'escalier dans le deuxième. Ça peut. Parce que c'est non seulement un fight, mais ça se passe d'une prison. J'en dis pas plus. 10 ans pas plus, non. Ça n'arrête plus, puis j'étais comme, mais là, voyons donc. Ça n'a pas de sens. Puis c'est vraiment un plan séquence, ça s'est fait d'une shot. Non, mais dans le sens, c'est un plan séquence. Plan séquence truqué, entre guillemets, mais l'action n'arrête pas, puis c'est...
Wow. Tu parlais de C'est Foggy. malade. Là. Tu parlais de Foggy. Oui. Ouais, ça nous amène à quelque chose, ça. Oh. La chanson de la semaine. Belle transition, Mikey. Donc, oui, écoutez, saison 3, on va vous en parler de façon plus extensive la semaine prochaine quand on va l'avoir vu au complet. Mais c'est très bien parti. Ah, ça vaut la peine. Et parlant de Foggy, je vais vous donner un petit spoiler de ma chronique des films d'aujourd'hui. Le film que j'ai vu hier. Un classique de John Carpenter qui fait partie de mon défi de l'Halloween cette année. Donc, The Fog de 1980, de la trame sonore du dit film. Composé et joué par John Carpenter lui-même. On va écouter End Credits. Donc, c'est une partie du thème principal et de ce que vous entendez dans le générique du film. Donc, End Credits de John Carpenter, tiré du film The Fog. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Alors, on vient d'entendre End Credit de John Carpenter, tiré du film The Fog, que j'ai écouté dans quoi, Mikey, donc? Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Éric, qui, comme un athlète de haut niveau, à la fin de son marathon, a une blessure, mais continue de plus belle et va le terminer, son défilm. Yes, j'ai eu un petit contretemps médical qui a un peu perturbé mon horaire de film au début de la semaine, mais je me suis rattrapé, mais j'ai écouté beaucoup de films dans les derniers jours, puis là, je suis comme tanné, mais on passe au travers, Qu'est-ce que j'ai vu cette semaine? Samedi dernier, sous la recommandation de Conan, j'ai écouté Sorry to Bother You. Pas besoin d'en parler ben, je pense exactement la même chose que toi. J'ai trippé, c'est original au bout. Tu t'attends pas du ce que le film va aller. J'ai donné un hint sur quelque chose qui arrive de la fin dans la chronique la semaine dernière, mais rien de trop... c'était subtil. Dimanche, j'ai écouté un film qui a le même âge que moi. Alors, en 77, Smokey and the Bandit. Cours après moi, shérif. J'avais jamais vu ce film au complet. Ouais. Et le premier est bon, man. Burt Reynolds mange tellement de gomme là-dedans, il y a comme 1h30 de juste Burt qui mange de la gomme. Mais les innuendos sexuels avec la fille, à quel point qu'ils se trash talk tout le long. Parce que c'est Sally Field qui sortait avec dans le temps. Le chimie à l'écran est vraiment malade, honnêtement. Puis je l'écoutais en anglais, en langue originale. Et
vraiment, il y a de quoi qui se passe entre les deux, c'est évident, puis ça donne une belle twist au film qui est vraiment intéressante. C'est bon, ça a pas mal vieilli, puis oui, les poursuites de chars sont en accéléré, puis c'est complètement politically incorrect. Ah oui. Mais c'est drôle. J'ai vu lundi, pour l'Halloween, Killer Clowns from Outer Space. Des années que j'ai entendu parler de ce film-là, fallait que je l'écoute. Mais c'est pas yaube. Je pensais que ça allait être un classique, ça allait être drôle, ça allait être comme campy, puis tu sais que ça, mais les costumes sont cool. Ouais, les idées sont cool, mais c'est un film d'horreur pour enfants. Ouais, c'est ça. Il y a pas de gore, pas de sang, pas de choc, pas de mauvais langage, pas de nudité. Il y a rien, ce film-là. Il se passe rien. J'étais comme genre les Ghoulies, c'est meilleur. Ouais. Oh oui, clairement. Les Critters, c'est meilleur. Critters, Ghoulies, tous les petits films pour enfants sont bien meilleurs que ça, de ces mêmes années. Là. Oui, mais ça, c'est pas... aussi, il y avait The Gate. Oh my The God. Gate, c'était bon. Oh, man. Ah, c'était solide. Anyway. Tout ça pour dire que Killer Clowns, je sais que ça a un statut de film culte et tout ça. Je suis content que l'idée existe. Je suis content que le film existe. Mais c'est tellement juvénile pis diète que y a rien... J'ai pris 10 minutes. Après ça, c'est tout pareil tout le long. Ensuite, j'ai écouté The Florida Project, que j'avais beaucoup entendu parler pendant la course aux Oscars. Grosse performance de Willem Dafoe. Beaucoup d'acteurs amateurs dans ce film-là, que c'est leur première apparition. C'est plus une tranche de vie qu'un scénario scripté, mais c'est tellement bien filmé, puis c'est tellement bien acté, puis ça te donne une fenêtre très réaliste et candide sur la pauvreté réelle aux States sans la glorifier ou la rendre tragique non plus. C'est très, très, très tangible, très crédible, très, très franc comme approche. Donc, bien aimé. J'ai bien aimé Florida Project. J'ai écouté The Terminal de Spielberg et Tom Hanks que j'avais pas vu. C'est tellement agréable ce film-là. C'est tellement fun, il est tellement... Super léger, super drôle. Hanks, c'est vraiment drôle dans ce film-là. Puis, quand tu comprends pas au début, puis mais pour de vrai, le moment où est-ce qu'il comprend que son pays est attaqué, là, l'émotion qu'il a en pointant la télévision et en disant je veux pouvoir entendre, il est vraiment Tom Hanks, c'est tellement bon. Solide. Tellement bon. Ah, Terminal, c'est j'ai le meilleur, vraiment... c'est le meilleur, faut se le dire. C'est le meilleur. Pas besoin de... Ouais. Et j'ai écouté jeudi, j'ai écouté Pirate of the Caribbean on Stranger Tides. C'est le 4e. C'est le premier de la nouvelle trilogie. Okay, oui. Et c'est encore aujourd'hui le film qui a coûté le plus cher à produire de toute l'histoire. Donc 412 millions de dollars. Et ça paraît pas. C'est tellement pas une bonne... Ça paraît pas. Il a l'air moins... Il y a moins d'envergure que le premier. C'est la drogue à Johnny Depp coûte cher. Il y a 55 millions juste pour lui. Juste pour lui. Mais c'est flat. C'est qui le méchant dans celui-là déjà? Non, c'est Blackbeard. Oui, c'est avec Ian McShane. Parce qu'il est pas mauvais le film, c'est juste qu'il... Ouais, ben c'est ça. Mais 412 millions pour un... Les costumes, puis le voyage, puis payer les Caraïbes aux acteurs. Mais ça peut pas juste être flat. J'étais comme c'est quoi? Il y en a encore 2 après, je pense. Non, un après. Après, c'est Dead Man Tell No Tales. Okay, avec Javier Bardem, puis que je vais écouter là, cette semaine. Les effets spéciaux sont vraiment bien faits de celui-là. Ah, j'en doute pas. Mais c'est une franchise qui s'est, comme j'ai dit, c'est pas qu'elle a tombé dans un trou, là. C'est pas que la qualité a droppé drastiquement, ça s'est lentement évaporé. C'est comme, le premier était super bon, le deuxième était correct, le troisième, puis là, tranquillement, pas vite, c'est disparu des films de gros calibre. Ouais. Mais c'est encore là. Ah oui. Mais c'est parce que Gore Verbinski qui est plus là, ils ont pris des directeurs comme avec moins d'expérience, ça paraît. T'as pas de saveur. T'as la formule qui est là, pis that's it. Parce que tu sais, des pirates, là, c'est un peu surfait, là, ça fait longtemps. Ouais, là, ça commence à faire Il y a la prochaine version qui va se poser dans un pet shop, ça s'appelle Pirates of the Caribbean. On passe à l'autre film. Ouais, les perroquets des Caraïbes. Donc, dernier film que j'ai vu, donc The Fog de John Carpenter. Il y a pas beaucoup de films de John Carpenter que j'ai pas vu. Lui en faisait partie. Je savais que c'est un classique. Donc, pour moi, les films d'Halloween, c'est le 6e que je me tape. Ouais, pour les films d'Halloween, il m'en reste 4 à me taper. Je sais déjà c'est lesquels, je vous les dis pas tout de suite. Mais bon, John Carpenter, j'ai déjà dit à quel point j'aimais ce gars-là. Qui est un peu comme notre invité un peu plus tôt, Nick Michaud, c'est genre à tout faire. Là. Il écrit ses films, il tourne, il dirige les acteurs, il fait la musique. Il fait le ménage. C'est exactement, c'est le traiteur, c'est lui qui fait à manger les acteurs. C'est lui qui a fait Mais non, Carpenter, un homme à tout faire, mais surtout un pur artiste dans le genre de film qu'il fait. Et The Fog a clairement sa touche. L'envergure est moins que ses autres films, mais très bon. L'atmosphère est bonne. J'ai aimé j'ai vraiment aimé ce qu'il bâtit dans le premier acte du film comme
comme lore encore entre guillemets. C'est quoi le terme en français déjà pour le lore? C'est Le monde. Ouais, de construire l'univers Ouais, c'est ça. dans lequel il y a comme une légende qui tourne autour de ce qui s'est passé dans cette petite ville portuaire là, qui s'appelle, si je me souviens bien, c'était Antonio Bay. Tradition, le mot lore. Alors, si on va Tradition. sur- ouais. Mais c'est pas tout à fait, ça s'applique pas au film comme je voudrais là. Mais tout ça pour dire que c'est super bien parti, ça te donne les effets spéciaux ont mal vieilli, mais ça fait partie des films de Carpenter. Escape from New York, ça a mal vieilli aussi, mais mon Dieu que le film est divertissant. Ça regarde son charme quand même. Exactement. Pareil pour The Thing. Mais The Thing, ça a pas mal vieilli. Non, C'est encore The Thing legit. est immortel, ce film-là. The Thing, ça va toujours être solide. Mais bref, The Fog, je l'ai bien aimé. Donc, ça a été une bonne semaine, en général. La semaine prochaine, ben là, ça va être mon film d'Halloween. Ça va être mon 300e film qui s'en vient. Oh yeah, t'as du chien des culottes, mon ami. Écoute, et je vous dis d'avance c'est quoi le film. Oh. Parce que c'est 300. J'ai pas vu le deuxième 300. J'écoute 300 Rise of an Empire. On va voir ce que ça va donner. Hey, tout d'abord, merci à Stéphane Goulet d'avoir été en studio. Super, j'apprécie les gars, merci Yes, beaucoup. merci à Nick Michaud qui est en studio avec nous autres aussi. Merci à vous. Yes, qui est resté avec nous autres tout le long. C'est très apprécié. Merci à Conan. Ça fait plaisir, mon cher. Merci à Mikey Boy. Ben, merci de me passer la POC que je passe à Virginie Brouillette. Merci d'avoir été au Comic-Con Ben oui, ben et oui. de nous avoir informés là-dessus. Et restez des nôtres parce qu'à CKRL, c'est de la musique latine après la pause. Merci Eric pour ton animation. Ah, c'est fin. Mais merci surtout à vous autres parce qu'on le ferait pas juste pour nous autres. Donc merci d'être là. Fait que sur ce malaise apparent. Ils nous répondent pas, gang d'ingrats. Ça a du chien des culottes, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, ben on se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.